Bonjour. Si les Césars s'appellent les Césars, c'est parce que le... Merde. Pourquoi t'engueules? Elle est folle cette phrase. Pourquoi t'engueules les gens? Si vous aimez le cinéma, ou même si vous en avez rien à foutre, il va être difficile pour vous de passer à côté des cérémonies de cinéma. Ces événements où l'on se réunit pour fêter le 7e art, où l'on récompense le talent d'artistes fiers de participer à d'aussi grandes œuvres que tous ces films. Des événements où l'on récompense aussi des personnes condamnées et où on oublie mystérieusement des grosses parties des équipes qui ont bossé sur tous ces films. Mais vous inquiétez pas, on traitera de tout ça juste à la deuxième partie de la vidéo. Remontons l'histoire d'une des cérémonies les plus mythiques avec son lot de drames et de scandales. Dans les années 70 en France, niveau cérémonie de cinéma, c'est pas la folie. À partir de 1946, le magazine Ciné-Monde crée les Victoires du cinéma français. Avec cette cérémonie, on a eu le droit à deux types de prix. L'un était attribué par les directeurs de salles de cinéma et l'autre par les spectateurs directement. Les deux se faisant par un système de vote par le magazine. T'achetais le magazine, tu votais, voilà. Il y avait en tout 6 catégories: meilleur film français, meilleur film étranger, meilleur acteur français et étranger, et meilleure actrice française et étrangère. Voilà. Vous remarquerez qu'il manque quand même un certain nombre de prix par rapport à aujourd'hui. Une grosse partie des postes constituant les équipes de cinéma des films primés n'étaient pas vraiment représentés dans ce genre de cérémonie. Mais du coup, c'est assez représentatif des spectateurs de cette époque. À ce moment-là, le cinéma n'est représenté que par les stars. Humphrey Bogart, Ingrid Bergman ou même Jean Gabin en France, Jean Gab pour les intimes, c'est pour eux que les gens se déplacent en salle, pour les acteurs sur les affiches. Il y a peu de réalisateurs de cette époque qui ont pu se faire un nom et qui a encore perduré aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, les spectateurs n'avaient pas grand chose à faire de savoir qui est derrière la caméra ou derrière le scénario d'un film. On regardait uniquement les films pour se détendre, se vider la tête et penser à autre chose. Faut dire que le cinéma a été considéré comme un art qu'à partir de 1920 à peu près, et la population entière ne considérait pas le cinéma comme un art. Pour les autres, c'était plus des images qui passaient sur un écran que vraiment des histoires. Voilà, on y allait le week-end et puis c'était sympa comme ça quoi, ça bougeait sur un écran. On appelle ça Marvel aujourd'hui. Je lance un tacle. Le gros naze. C'est dans les années 60 que les victoires du cinéma français seront peu à peu remplacées par les étoiles de cristal. Mais alors, qu'est-ce qui a changé entre les victoires du cinéma français et les étoiles de cristal? Maintenant, les prix seront décernés directement par une académie créée juste pour ça, et donc qui décidera qui gagne et qui gagne pas. Fini les spectateurs votants, maintenant c'est les professionnels qui décident qu'est-ce qui est bien dans le cinéma. Bon. Après, les catégories restent globalement les mêmes, hein, meilleur film, meilleur acteur, rien pour les techniciens, et voilà, bon courage. Mais à ce moment-là, il n'y a pas que les cérémonies qui changent, les spectateurs aussi. Sans vous faire un cours d'histoire, vous vous doutez que les jeunes de cette époque sont pas les mêmes que les jeunes des années 50. Entre-temps, on a eu la période de mai 68 à Paris où, même si vous en avez forcément déjà entendu parler, il y a eu de nombreuses manifestations, les jeunes changent, les jeunes se rebellent, viva la révolution. Et justement, c'est dans cette période qu'on va retrouver un nouveau type de spectateur de cinéma, le cinéphile. Le cinéma est devenu donc avec eux un véritable art qu'on critique, qu'on consomme, qu'on analyse. Enfin, c'est de l'art quoi, voilà. Après, je vous parle de cinéphiles, je vous parle de personnes, mais c'est des gens que vous connaissez. Il y a eu Jean-Luc Godard, il y a eu François Truffaut, il y a eu Agnès Varda, et tous ces gens-là, ils ont constitué un nouveau mouvement au cinéma qui s'appelait la Nouvelle Vague, et qui était un peu dans cette mouvance de jeunesse, de changement, qui nous influence encore aujourd'hui sur la manière dont on fait du cinéma. Voilà, le watch time est en baisse, et en chute libre, tout le monde se barre. J'ai dit Nouvelle Vague, ils sont tous partis. Dans tous les cas, vous inquiétez pas, on en parlera dans une prochaine vidéo de la Nouvelle Vague, on en fera une longue vidéo, voilà, paf. Et donc, avec mai 68, la nouvelle jeunesse, la nouvelle vague, les spectateurs changent, mais du coup, les cérémonies se doivent de changer en fonction aussi. Donc, on peut dire au revoir aux étoiles de cristal, et en 1976 sont enfin créés les Césars. La première cérémonie se tiendra donc le 3 avril 1976 et sera présidée par Jean Gabin. Encore lui. Ici, on reprend l'idée de fonder une académie pour voter pour chaque film, constituée encore une fois de plein de professionnels du cinéma, mais cette fois, on va multiplier les catégories primées. Et c'est comme ça que seront enfin créées les catégories de meilleur réalisateur, meilleur montage, meilleure musique originale. Cette année, ça fera donc 51 fois qu'on récompense des acteurs, des techniciens, des scénaristes, des réalisateurs. Mais bon, vous doutez bien qu'en 51 ans,
Les Césars, ça n'a pas été que des belles robes et des grands sourires. En 50 ans, forcément, les règles aussi ont dû évoluer. Par exemple, jusqu'en 2010, il n'y avait aucune règle stipulant qu'une personne ne pouvait pas être nommée plusieurs fois dans la même catégorie. Un acteur pouvait donc être nommé dans plusieurs catégories, voire même plusieurs fois dans la même catégorie. Pour la 35e Nuit des Césars en 2010, on a eu 2 cas qui ont pas mal foutu le bordel. L'acteur François Cluzet est nommé 2 fois dans la catégorie meilleur acteur pour 2 films différents. Mais le César sera remporté par Tahar Rahim, qui gagnera aussi le César du meilleur espoir masculin. Les gens se sont forcément un peu indignés face à une égalité des chances un peu bafouée, et ça invisibilise un peu les nouveaux acteurs qui tentent de faire leur trou, quoi. Dès 2011, une nouvelle règle stipulera qu'un acteur ne peut être nommé qu'une seule fois par catégorie pour un seul film. Voilà, comme ça aplanit le tout. Mais vous vous doutez bien que si on parle encore maintenant, c'est que c'est pas le seul cas d'inégalité au César. Il y a un style de film dont les Césars ne raffolent pas énormément. Et vous savez quoi ? C'est le style prédominant en France, celui qui fait le plus d'entrées. La comédie au César, donc, ça a toujours été un peu compliqué. Parce que vous savez quoi ? Les Césars sont élitistes. Et c'est pas une proposition, c'est une réalité, je vous l'impose. On parle de la comédie, mais c'est plus généralement les films grand public qui plaisent au plus grand nombre, qui sont généralement un peu rejetés par les Césars. Si on se réfère à la page Wikipédia des Césars, les dernières comédies ayant empoché un César du meilleur film ou, meilleur premier film sont Les Ripoux en 1984, 3 hommes et un couffin de 1985, et en 2013, Guillaume et les garçons à table a obtenu le César du meilleur premier film. Bon, c'est vrai que ça reste un film écrit et réalisé par un acteur de la comédie française, donc déjà bien connu de ce milieu-là, une comédie dramatique et une adaptation d'une pièce de théâtre, mais vas-y, on va lui compter. Donc, la dernière comédie primée par un César de meilleur film date de 2013. Je crois qu'il y a un souci. Parce que vous le croyez ou non, en 13 ans, j'ai vu des bonnes comédies, moi. Mais les Césars, eux, les ont pas vus, apparemment. C'est con, hein. Il a bien été créé un César spécial pour les films ayant fait beaucoup d'entrées, hein, le César du public, comme ils l'ont appelé. Mais il ne tiendra que 3 ans, avec seulement 3 films ayant obtenu ce César. Mais en soi, le problème, il continue encore aujourd'hui. Suffit de voir la dernière cérémonie en date, c'est assez parlant. Et un petit truc en plus, pour un film à 11 millions d'entrées, à part avoir mis le casting entier au fond de la salle et ne jamais les filmer de toute la cérémonie, ils ont pas eu grand chose. En même temps, une seule nomination pour le 8e film ayant fait le plus d'entrées de l'histoire du cinéma français, ça fait pas beaucoup, ça partait mal. Et justement, qui sont ceux qui nominent et votent pour les films au final ? Faut savoir que le système de vote est l'une des rares choses qui n'a pas évolué en 50 ans au César. Le jury est constitué de quasiment 5000 professionnels du cinéma, allant du producteur au directeur de casting, aux acteurs, aux réalisateurs, aux scénaristes, etc., etc. Une liste de films sortis dans l'année et éligibles aux règles des Césars leur est alors remise et ils constituent comme ça leur vote pour chaque artiste ou film dans chaque catégorie, etc., etc. À noter ici que contrairement aux Oscars, chaque membre de l'académie peut constituer toutes les catégories. Aux États-Unis, chaque corps de métier ne constitue que la liste liée à son corps de métier. Donc les décorateurs pour les décorateurs, les acteurs pour les acteurs, voilà. Mais il faut pour eux voir les films avant de voter. Forcément, on se doute que la plupart des votants ne peuvent pas aller voir tous les films, soit à cause d'un manque de temps, soit parce que les films ne sont plus projetés au cinéma et donc c'est compliqué de se procurer ces films-là. Mais justement, les Césars ont pensé à tout, les petits malins. Le coffret DVD. Voilà, là on arrive dans le dur. On fait vraiment une chaîne duo. Avant le premier tour, un coffret DVD contenant les films éligibles au César est envoyé à tous les votants. Est-ce qu'il y a tous les films éligibles dedans ? Absolument pas. Est-ce qu'on est encore dans une histoire d'argent et d'influence ? Bien sûr, oui. Bienvenue dans le cinéma français. En gros, pour que votre film figure à l'intérieur de ce coffret DVD, il faut que le producteur ou les distributeurs dépensent entre 4 500 et 10 000 euros. Voilà. Et évidemment, si ton film est disponible dans le pack, tu as beaucoup plus de chances d'être nommé au César. Ils vont voter pour le film qu'ils ont vu, c'est logique. Donc comme vous vous en doutez, les petits films de petits producteurs, ça va être compliqué pour eux de mettre 10 000 balles pour que Manu Payette puisse voir ton film. Maintenant, tout ça relève de légères polémiques et autres désaccords, mais en termes de réels points sombres dans l'histoire des Césars, il y en a eu un de taille.
Lors de la 45e cérémonie des Césars en 2020, lors de la remise du César de la meilleure réalisation, il se passe ça. Roman Polanski pour J'accuse. Le prix revient à Roman Polanski et Adèle Haenel se lève et quitte la salle accompagnée d'autres actrices et la majorité d'ailleurs des gens dans la salle se lèvent et quittent la salle aussi. Mais pour bien comprendre ce qui s'est passé, revenons quelques années avant. En 2017, les Césars demandent à Roman Polanski d'être le président de la 42e cérémonie des Césars. Polanski commence à accepter, mais de nombreuses associations et autres professionnels du cinéma se font entendre pour refuser que Polanski soit le président de la cérémonie des Césars. Et pourquoi, vous allez me dire ? En mars 1977, Roman Polanski est arrêté à Los Angeles et inculpé pour 6 chefs d'accusation dus au d'une mineure de 13 ans. Il est jugé et condamné à 90 jours de prison. Il n'en fera que 42 et sera libéré pour bonne conduite. Face à la vague de contestation, suite à une peine jugée trop légère par beaucoup d'associations, le juge revient sur sa décision et souhaite juger à nouveau Polanski. Face à ça, le réalisateur fuira directement les États-Unis pour aller se réfugier en France, en Suisse et ensuite en Pologne. Les 3 pays refusant systématiquement qu'il soit extradé pour aller être jugé aux États-Unis. Depuis, il est toujours considéré comme un fugitif aux yeux d'Interpol et toujours dans l'attente de son procès aux États-Unis. On est donc bien au-delà du débat qu'on avait à l'époque de séparer l'homme de l'artiste. Ici, c'est juste récompenser un homme qui est encore considéré à ce jour comme un fugitif pour Interpol. Un homme qui doit encore être jugé et puni, donc décider de lui remettre un prix devant tout le monde en ayant très bien conscience depuis 2017 de la situation, on est vraiment sur une réelle décision réfléchie de la part de l'Académie. Et donc, ça revient à cracher directement sur les victimes de violences sexistes et sexuelles. Suite à ça, l'Académie des Césars annonce la démission totale de son conseil d'administration, promet des changements, des renouvellements, que ça se reproduira plus. Vous connaissez un peu la chanson. Bon, ça va être compliqué de conclure après ça. Forcément, après tout ce que je vous ai dit, ça peut un peu dissuader de regarder les Césars. Mais moi, ça fait à peu près 10 ans que je regarde chaque année les Césars. Bon, c'est toujours un bon endroit pour fêter le cinéma, même parfois découvrir des films ou des acteurs. Est-ce que tu veux dire un petit mot, toi ? Bah moi, je pense que je vais regarder les Césars. Mais après, j'ai pas vu tous les films qui sont nommés. Mais j'ai hâte de regarder les Césars quand même. Et j'espère qu'il va y avoir des trucs un peu engagés cette année. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker pour qu'un jour moi aussi je sois nommé au César. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire pour savoir ce que vous pensez des Césars, parce que je sais qu'il y a de moins en moins de gens qui regardent les Césars, donc n'hésitez pas à me dire si vous regardez, votre avis. Merci à tous, au revoir. Salut.